Merci Soria, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. On va enchaîner avec notre dossier. Ce soir, nous l'avons intitulé « Entrepreneur, le choix du Made in France ». Faut-il y voir un simple effet de mode? Faut-il y voir une conséquence de la crise sanitaire? Ou alors une tendance durable, patriotique? Toujours est-il que le concept du Made in France semble plein de vigueur par les temps qui courent. Cela étant dit, est-ce si facile de vendre et surtout de produire Made in France? C'est une des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Je vous les présente. Justine Huttot, vous êtes fondatrice de Respire. Vous vendez des cosmétiques français et responsables. C'est important parce que dans votre esprit, ça va ensemble. Naturel et responsable. Amélie Colomb, vous êtes fondatrice de Tsiganette. Alors vous, c'est du textile que vous proposez, mais du textile 100% français, j'allais dire même 100% parisien. On va en reparler. Parisien. Stéphane de Vulder, vous êtes fondateur de la fabuleuse French Fabric et vous êtes grand défenseur devant l'éternel du Made in France. Merci à tous les trois de votre présence sur ce plateau ce soir. Alors avant de vous donner la parole, on va se tourner vers notre écran géant et interactif où on va retrouver Claire Giroux. Bonsoir Claire. Bonsoir Patrice. Que recouvre la notion de Made in France ? Eh bien Patrice, on va voir qu'il y a effectivement quelques subtilités. Alors pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus donc, sur le site internet du ministère de l'Économie et des Finances. Donc que signifie la mention fabriquée en France? Et nous obtenons donc cette réponse. Le produit prend l'origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. Ce qui veut dire que certains composants peuvent venir d'Inde, peuvent venir d'Asie. Certaines étapes de la fabrication peuvent se faire ailleurs. Ce qui compte, c'est l'étape finale. C'est là où tout est assemblé. Et puis une deuxième chose, c'est qu'au moins 50% du prix doit revenir à l'industrie française. Alors le Made in France, ça nous fait immédiatement penser à un homme politique, Arnaud Montebourg, qui posait en 2012 en marinière à la une du Parisien, donc le ministre du redressement productif. On va écouter ce qu'il disait à l'époque. Nous n'avons pas d'autre choix que de reconstruire une force de frappe industrielle. Ça va être long, ça va être difficile, mais ça passera par le patriotisme économique de chaque Français. Voilà, donc le ministre du redressement productif qui, à l'époque, était un peu l'ambassadeur du Made in France, qui, d'une certaine façon, on peut dire, a impulsé un mouvement qui n'a cessé, finalement, de prendre de l'ampleur. Alors Claire, ça c'était en 93. Aujourd'hui, est-ce que ce besoin, cette envie de Made in France est toujours aussi forte? Alors oui, c'était en 2012, 2013, et puis ça n'a cessé de prendre de l'ampleur. On va regarder donc ce premier sondage sur l'engouement du Made in France. Les entreprises doivent-elles ramener leur production en France? Les Français disent oui à 42%. Est-ce qu'il faut payer plus cher pour acheter français? Là aussi, les Français répondent oui à 75%, donc 3 Français sur 4. On va également regarder ce petit sondage donc, de IFOP. Là aussi, on voit donc à la question quels critères les clients attachent-ils le plus d'importance. Donc c'est bien sûr la qualité du produit qui intervient en premier, ensuite le prix. En troisième position, le pays de fabrication. Mais on voit qu'au fil des années, ça a évolué. Là où la qualité du produit était très importante, elle le devient moins. Le prix également. En revanche, le pays de fabrication devient de plus en plus important, puisqu'en 2011, vous voyez qu'il était de 15%, et aujourd'hui, il est donc de 21%. Et puis, bien sûr, le Covid a amené également du changement partout dans les consciences, une prise de conscience de notre dépendance dans la fabrication notamment de médicaments, de masques, mais plus généralement notre prise de conscience de la dépendance économique de la production française en général. Merci Claire et merci d'avoir corrigé. J'ai situé Arnaud Montebourg en 1993. À l'époque, il avait des culottes courtes. C'était bien 2012, 2013. Alors, je vais commencer par un rapide tour de table. Vous êtes tous ici d'ardents défenseurs du Made in France. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain? Est-ce que c'était une démarche initialement patriotique ou pas? Allez-y Justine, commencez. Alors, démarche patriotique, je ne sais pas. Oui, bien sûr, je suis très fière d'être française. D'ailleurs, je suis franco-belge. Je ne suis pas que française, mais j'ai grandi en France. Par contre, en fait, quand j'ai lancé mon entreprise, quand j'ai lancé Respire, pour moi, ça faisait du sens, clairement, d'aller chercher des partenaires français, de développer ma marque sur le marché français et de faire travailler des Français et puis moi-même d'embaucher des Français. Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, c'était comment je fais pour créer un déodorant naturel. Et donc, j'ai tout de suite cherché des laboratoires français pour répondre à cette question. Amélie, démarche patriotique ou pas spécialement?
Alors, patriotique, parce que dans mes habitudes de vie, j'ai toujours consommé le plus français possible. Alors, personne n'est parfait, mais j'ai toujours fait en sorte que ce soit le plus dans ce sens-là. Mais aussi par côté pratique, parce que comme ça, tout est sectorisé et c'est très local. Et pour contrôler nos productions et tout ça, c'est quand même plus facile quand c'est à côté de chez nous qu'à l'autre bout du monde. Alors, on va revenir au côté pratique tout à l'heure, parce qu'il y a aussi parfois des désavantages. Ça coûte un petit peu plus cher qu'à l'étranger. En ce qui vous concerne, Stéphane, la démarche est patriotique ou pas ? Je précise quand même que vous avez été pendant une quinzaine d'années directeur financier chez Renault, donc vous avez déménagé 15 ou 20 fois en une quinzaine d'années. Vous avez vu ce qui se passait à l'étranger et c'est en revenant en France que vous avez dit finalement c'est le plus beau pays du monde. Non, en fait, c'est vraiment l'envie d'agir et en étant à l'étranger. Globalement, j'étais assez frustré de voir la situation en termes de désindustrialisation de la France. On a finalement touché le fond de la piscine il y a quelques années. Et quand on regarde notre situation comparée à d'autres pays d'Europe, il y a vraiment une urgence à réagir et à apporter des solutions pour que les entrepreneurs et les consommateurs qui ont envie de s'investir, parce qu'ils existent, se retrouvent enfin. Et donc, globalement, ce constat, comme consommateur et citoyen, j'ai essayé de le transformer en une action pratique. Alors, Amélie, vous avez donc choisi le Made in France parce que ça correspondait à votre façon de vivre. Quels sont les avantages que vous avez à faire du 100% français et, je le disais tout à l'heure en introduction, du 100% parisien? Ouais. Ça permet d'avoir un œil sur ce qui se passe? Exactement. Ça permet d'avoir un œil et d'être toujours au plus proche de l'action, de pouvoir rectifier quand des fois il y a des erreurs. En fait, on n'a pas besoin d'attendre que ça vienne. Donc déjà, on raccourcit les délais parce qu'on n'a pas de temps de transport outre mesure d'aller jusqu'à notre atelier qui est à moins de 40 minutes de notre maison. On peut rectifier tout de suite quand on voit qu'il y a des défauts sur la conception, que ce n'est pas exactement ce qu'on avait imaginé. On rectifie le tir et en fait, on gagne du temps. Vraiment sur toute notre production et ça change tout. Et dans votre domaine, qui est le domaine textile, ouais. Quelles étaient les alternatives, les autres possibilités? Les autres possibilités, le plus éthique, c'était autre part en Europe. Mais là, c'est pareil, je ne me voyais pas aller faire produire au Portugal ou en Italie. Et en sachant que déjà, il y a la barrière de la langue. Moi, je parle que français, donc pour être avec mes collaborateurs, c'est quand même plus facile de parler la même langue. Et en même temps, je préfère me dire que toutes les personnes qui travaillent pour mon entreprise, pour mes vêtements d'allaitement, sont des Français et qui ont un salaire français et qui ont le même train de vie que nous, en fait. Alors, vous avez prononcé un mot important, le mot éthique. Est-ce que c'est une notion qui vous anime également parce que vous faites des produits dont vous souhaitez aussi qu'ils soient excellents pour la santé? Exactement. Ce n'est pas toujours le cas des cosmétiques. On a vu qu'il y en avait certains, parabènes, machin, etc. Bon. Exactement, et c'est le cœur en fait de Respire dès le début. C'était l'idée de créer des produits d'hygiène qui soient complètement sains pour notre corps, où on bannit tous les ingrédients qui sont controversés, et avec des formules qui sont donc naturelles, au minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle, et qui sont super agréables à utiliser, super sensorielles, et en fait faire comprendre à un maximum de personnes que c'est pas parce qu'on va consommer du bio ou du naturel que ça va pas être efficace. Vous n'auriez pas pu le faire à l'étranger, ça? On aurait pu faire un truc, mais comme on peut le faire en France, pour nous, c'était super important de le faire en France. En fait, là où on parlait tout à l'heure de l'avantage de faire du Made in France, nous, dans l'industrie cosmétique, c'est un vrai avantage d'être en France, puisqu'on a une industrie cosmétique qui est extrêmement bien développée. On a énormément de laboratoires, et la France est très connue pour sa force en recherche et développement en cosmétique. Alors, question à laquelle je vous demandais de répondre très rapidement, parce que je pense que Stéphane aura des choses à dire. Lorsque vous êtes lancé, est-ce que vous avez dû affronter des problèmes que vous n'imaginiez pas et est-ce que vous auriez eu besoin d'aide, ne serait-ce que pour identifier les éventuels consommateurs, les éventuels partenaires? Rapidement, est-ce que vous avez eu besoin de cette aide? Vous l'avez trouvée, pas trouvée? J'ai pas eu besoin de cette aide parce que notre marque s'est créée sur une demande d'une communauté qu'on avait déjà en tant que perso sur Instagram. Et il y a eu cette demande de faire des vêtements d'allaitement. Donc, j'ai eu besoin de personnes pour trouver les acheteurs et pour savoir vers qui me tourner et qui étaient mes clients. Ils étaient déjà vous y êtes allé seul, quoi, quasiment. Ouais. Et vous, Justine, rapidement? Et nous, on a eu besoin de partenaires de laboratoire. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc je ne savais absolument pas comment on formulait un produit cosmétique. Et en fait, j'ai dû contacter peut-être une centaine de laboratoires pour qu'il y en ait 3 qui me répondent. Donc oui, en fait, il faut y aller avec beaucoup de conviction et essayer de convaincre les meilleurs laboratoires pour travailler avec nous.
Alors, est-ce que c'est là, Stéphane, que vous avez un rôle à jouer, ou vous entendez jouer un rôle avec ce que vous avez monté, hein, je répète, la fabuleuse French Fabric. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. En fait, notre constat, c'est que globalement, il y a une énergie et une effervescence en termes de création d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec des idées qui sont originales et qui méritent vraiment d'atteindre le marché. Et en même temps, les consommateurs qui sont intéressés par le Made in France ont du mal à identifier ces produits pour de multiples raisons. On a fait une étude IFOP et on se rend compte que 6 Français sur 10 disaient avoir un accès difficile aux produits du Made in France, qui peut sembler assez c'est-à-dire qu'il n'existe pas de site, de catalogue ou de numéro de téléphone qu'on peut appeler pour savoir ? Il en existe, mais ce sont plutôt des petits opérateurs. C'est assez parcellaire. Il n'y a pas forcément un énorme index du Made in France. Et donc, il y a un besoin de créer du lien entre ces entrepreneurs qui courageusement décident de se lancer dans une aventure entrepreneuriale en France, et c'est pas la décision, le choix de la facilité, et puis des consommateurs. On est tous en quête de sens dans notre consommation, que ça soit en termes de bio, de éco-responsabilité. Comment vous le créez concrètement ? Donc ce lien, en fait, ça fait basé sur ce constat-là et notre expérience de consommateur, on s'est dit que voilà, le plus facile, c'est déjà d'informer. Donc on a créé un espace d'information sur les réseaux sociaux, mais aussi un webzine, donc un magazine sur Internet qui donne la parole aux entrepreneurs, mais aussi aux consommateurs, donc avec des micro-trottoirs, etc., pour avoir un peu une remontée d'informations et aussi de mettre en valeur des aventures entrepreneuriales qui sont vraiment exceptionnelles. Et maintenant, on est dans une autre stade du projet qui est finalement de devenir aider les consommateurs à trouver et acheter ces produits en offrant une boutique qui pour l'instant est un e-shop et qui existe, qu'on vient de lancer. Concrètement, moi je suis un consommateur, je veux m'acheter une chemise demain matin, je veux qu'elle soit made in France. Est-ce que je vais sur votre webzine ou sur votre site et est-ce que je trouve des adresses d'entrepreneurs qui fabriquent du Made in France et des chemises notamment? Donc il y a, oui, par exemple, on a un partenaire qui fait des chemises à Bordeaux. Donc pour répondre à votre question, c'est tout à fait possible. Alors c'est une aventure qui commence, hein, donc le nombre de partenaires. La communauté est amenée à grandir. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a de multiples autres possibilités. Par exemple, il y a un collectif qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, le collectif des boutiques MIF, donc qui sont des boutiques indépendantes. MIF, Made in France, qui dans les différentes villes de France distribuent des produits du Made in France, et ce sont souvent des indépendants qui ont fait l'effort d'investir dans ce créneau-là, donc c'est pas facile. Et ça peut être une bonne idée, par exemple, de réussir à identifier la boutique à Bordeaux, à Lyon, à Paris, qui est spécialisée sur ce créneau-là. C'est un espace de découverte. Quels sont les produits les plus Made in France compatibles, j'allais dire bon, là, on a des exemples avec le textile, mais le textile est quand même un domaine très concurrentiel avec des choses fabriquées au Maroc, au Bangladesh, au Portugal. Vous y avez fait allusion. Quels sont les produits, les produits qui se marient le mieux avec l'idée du Made in France? La situation actuelle, c'est qu'en France, actuellement, il y a un produit sur 3 produits manufacturés qui est produit en France. Donc ça veut dire que les 2 tiers du reste de la consommation, c'est du grand import. Globalement, il y a le textile. Textile, on a perdu 90% de nos emplois sur les 30 dernières années. Donc il y a quand même beaucoup à rebâtir. Hein. Il y avait 600 000 personnes, maintenant il n'y a plus que 60 000. Ça augmente légèrement, mais il y a encore beaucoup de marge de progression. Si on prend par exemple l'horlogerie, l'horlogerie, cette montre, c'est une montre routine, c'est fait en Franche-Comté. Il y a Florian Chausson qui a lancé une marque et qui essaye de reconstruire à peu près de zéro une industrie horlogère française. Il y a la cosmétique, il y a les chaussures, l'électroménager. Par exemple, on travaille avec une marque toulousaine qui s'appelle Keep It, qui essaye de recréer une filière électroménager française en lançant des produits contre l'obsolescence programmée. Donc voilà, il y a énormément d'initiatives dans tous les secteurs, mais encore une fois, on part de très très loin. L'industrie en France, c'est 3 millions d'emplois. On a perdu 1 million d'emplois. Et si on compare avec l'Allemagne, on s'aperçoit que là-bas, il y a une conscience patriotique dans ce domaine, en tout cas industriel,
qui est plus important. C'est aussi notre histoire. Oui, et puis il y a sûrement des choix qui ont été faits il y a 20 ou 30 ans qui ont permis de sauvegarder une structure industrielle. Par exemple, en France, il y a quasiment 3,6 d'impôts de production, donc 3,6% de la valeur ajoutée. En Allemagne, c'est 0,5%. Donc nos entrepreneurs, ils se baladent déjà avec un boulet de 3%, sans parler... Qui se retrouvent évidemment sur la facture. Qui se retrouvent sur les prix, qui se retrouvent sur les marges, etc. Je nous interromps, c'est le rappel des titres tout de suite avec Soria Khaldoun. Bonsoir à tous. Et à la une du journal de 22h, l'État qui va mettre sur la table à coup sûr plusieurs centaines de millions d'euros pour reconstruire les villages dévastés par les crues dans les Alpes-Maritimes. C'est une déclaration d'Emmanuel Macron sur France 2 tout à l'heure. Le chef de l'État qui s'est rendu auprès des sinistrés cet après-midi. Une Française lauréate du prix Nobel de chimie, elle s'appelle Emmanuelle Charpentier. La généticienne de 51 ans et son acolyte américaine Jennifer Doudna ont mis au point des ciseaux moléculaires capables de modifier les gènes humains. Et puis aux États-Unis, le second débat pour l'élection présidentielle, c'est ce soir. Débat un peu particulier, il sera peut-être un peu moins virulent puisqu'il n'opposera pas Donald Trump et Joe Biden, mais leur colistier Mike Pence et Kamala Harris. Voilà, on se retrouve à 22h. À 22h pour un journal complet d'un quart d'heure. Amélie Coulon, est-ce que l'argument de vente Made in France, vous vous en servez ou simplement, vous avez fait ce choix et ça fonctionne, mais est-ce que vous vous en servez commercialement ? On s'en sert, ça fait partie de nos grandes valeurs pour notre marque et je pense que c'est quelque chose qui est cher aussi à notre clientèle et qu'on a su implanter et on a su le mettre en avant et éduquer aussi nos clientes à l'importance du Made in France. Quand vous dites éduquer les clientes, parfois éduquer les clientes, ça peut faire peur. Concrètement, c'est quoi éduquer une cliente ? C'est leur expliquer l'intérêt, pourquoi on a fait ce choix-là, pourquoi ça se répercute aussi sur les prix, pourquoi la qualité est meilleure. Et en fait, c'est parler de tous les bénéfices du Made in France pour que le client qui d'habitude ne consomme pas français trouve son intérêt en fait. Vous avez le sentiment de rendre service au pays ? Je sais pas. Peut-être pas rendre service, mais en tout cas, moi, je sais que je rends service aux gens qui travaillent pour moi. Alors, pendant que je vous posais la question, je regardais Justine qui faisait oui. Moi, je rends service au pays. Justine, vous avez... Évidemment, c'est une grande fierté de faire du Made in France, de produire en France, d'aller rencontrer tous mes partenaires français qui travaillent dans la cosmétique depuis des années. Et comme tu dis, de rendre service à toutes les personnes qui travaillent pour nous. Maintenant, c'est une équipe de 24 personnes chez Respire. Et c'est une énorme fierté, clairement, d'avoir créé 22 emplois en France. Vous avez comme formation école de commerce ? Oui, au Canada. J'ai fait HEC Montréal. Alors, justement, deux choses qui m'intéressent. Un, école de commerce. D'abord, est-ce que dans les écoles de commerce, on vous sensibilise au patriotisme économique ou pas ? Est-ce que ça fait partie de la formation ou est-ce qu'il faudrait peut-être pas qu'on y pense peut-être un jour ? Je sais pas. Pourquoi pas ? Alors, je dirais pas spécialement, surtout que moi, ayant fait toutes mes études au Canada, on m'a pas spécialement sensibilisée au patriotisme français. Oui. Par contre, au patriotisme alors justement, québécois... c'était ma seconde question. Est-ce que vous avez le sentiment que au Canada et a fortiori au Québec, où le sentiment identitaire est extrêmement fort et culturellement et à cause de la langue, évidemment, on a cette démarche patriotique, y compris lorsqu'on fait du business, parce qu'on pourrait imaginer que les gens qui font du business n'ont qu'une idée en tête, c'est faire de l'argent. Est-ce qu'il y a un petit plus à côté ? Donc Québec, on pourrait s'inspirer en France. Moi, je l'ai clairement senti. En tout cas, il y avait énormément d'aide pour tous les entrepreneurs qui souhaitaient se lancer directement en sortant d'école ou même en étant encore à l'université. Et les Québécois, en fait, c'est ça. Le Québec, c'est un pays dans un grand pays qui est le Canada. Et donc forcément... Un pays qui se sent un petit peu assiégé, d'ailleurs. Oui, complètement. Et puis, ils se sentent appartenir à une même culture dans un tout petit pays. Moi, je le sentais, en tout cas, en tant que Française. Là-bas, je me sentais quasiment québécoise. Et pourtant, j'ai fait le choix de rentrer en France et de monter mon entreprise en France. Pourquoi ? Parce que j'avais créé une communauté sur Instagram autour de la course à pied, qui a été en fait ma communauté de base pour lancer Respire. Et c'est cette communauté de 20 000 personnes à l'époque qui m'a permis finalement de les sonder et d'avoir les meilleurs avis. Et d'ailleurs, un des avis qui est revenu de la communauté, c'était de mettre mon petit drapeau français sur tous mes produits, comme argument clairement de vente pour tous mes produits. Puisque c'est une grande demande de la part de la communauté. Le bleu, le blanc et le rouge font vendre quand on les met côte à côte. Mais c'est... En fait, au-delà de ça, globalement, dans les pays dans lesquels j'ai vécu, les gens ont une relation au consommé local qui est plus simple.
Il n'y a pas cette question du patriotisme, etc. C'est juste finalement un raisonnement une évidence du bon sens. Les impacts écologiques sont meilleurs, il y a un impact positif sur la communauté, etc. Et les gens le vivent pas forcément comme un acte patriotique, mais juste comme finalement une consommation plus raisonnée, plus raisonnable et de bon sens. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à passer cet aspect finalement consommation patriotique, parce que non, c'est une consommation altruiste et une consommation de bon sens. Et donc il faut réussir à dédramatiser ce sujet du Made in France, autrement on ne va pas réussir à avancer. Est-ce qu'il y a selon vous aujourd'hui un bonus lorsqu'on veut être entrepreneur, qu'on veut se lancer dans le Made in France, qui est proposé par les pouvoirs publics, les autorités, je ne sais quel organisme? Alors, il y a, pour les entrepreneurs qui se lancent sur le Made in France, il y a des dispositifs de soutien, par exemple les réseaux Entreprendre dans les différentes régions qui supportent souvent ce type d'initiative. On avait BPI, mais qui supportait énormément les projets innovants, technologiquement, et pas forcément, par exemple, quelqu'un qui se lance dans la production de chaises Made in France va pas forcément était pas forcément supporté par BPI. C'est en train de changer. Et quand vous dites supporter concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi? C'est de l'argent, c'est du conseil? Ça va être des financements, de l'accès à du financement plus facile, ça va être des subventions, etc. Donc, et aussi, bien sûr, du mentoring, donc des conseils parrainés par des entrepreneurs qui sont déjà passés par là. Donc, il y a énormément de dispositifs qui existent. Ça va encore se renforcer parce qu'il y a, je pense, eu une prise de conscience sur le fait qu'on était sur un sujet qui était stratégique pour l'aménagement des territoires, pour finalement la bonne vie dans notre communauté nationale. Donc il y a cette volonté d'agir. Mais après, les pouvoirs publics ne vont pas pouvoir agir seuls. Il faut qu'en même temps, tout le monde pousse dans la même direction. Entrepreneurs, consommateurs et pouvoirs publics. Alors tout à l'heure, Justine nous expliquait que le petit drapeau bleu, blanc, rouge fonctionnait bien. Oui. Est-ce que ça correspond aussi au retour que vous avez de la clientèle, on va dire étrangère, si tant est que vous en ayez eu? On a pas mal de clients belges et suisses, pour notre part, et quelques-uns aux États-Unis. Et effectivement, même pour eux, c'est important que ce soit du Made in France parce que je pense que c'est un gage de qualité, vraiment. Et le savoir-faire français est quand même reconnu, en tout cas dans l'industrie du textile, comme un gage de qualité et de belle finition et de savoir-faire. Alors, je voudrais revenir sur Respire. Vous avez choisi ce mot, c'est pour du cosmétique. C'est un nom bien français, on va dire. Lorsqu'on choisit son nom d'entreprise et qu'on pense forcément, on se dit tiens, si ça marche, un jour j'exporterai. Est-ce qu'un nom français peut être pénalisant ou est-ce qu'il faut essayer de trouver un nom qui soit international ou qui fonctionne un petit peu partout? C'est une réflexion que vous avez eue ou pas? Évidemment, nous on cherchait un nom d'ailleurs qui fonctionne en France et qui soit un mot compris en France, mais qui fonctionne aussi à l'international. Et d'ailleurs, Respire se dit en anglais. C'est un mot anglais et en espagnol c'est respira. Enfin, en fait, ça se dit quasiment dans toutes les langues. C'est juste que c'est un mot qui est plus soutenu en anglais qu'on n'emploie quasiment jamais, qui veut dire prendre une grande inspiration. Donc en fait, pour nous, ça signifiait vraiment autour du bien-être, autour de l'action de prendre soin de soi. Et en même temps, c'était un verbe d'action et c'était exactement ce qu'on cherchait avec le fait de respirer. Voilà, respirer. Respirer, finalement, c'est la vie. Hein, donc voilà, quand on a trouvé ce nom-là, on s'est dit, c'est le bon. Respirer, c'est la vie. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci. D'avoir contribué à ce dossier. C'est l'heure de la météo.